Il était grand, toujours impeccablement vêtu. Sa voix possédait cette rare capacité de traverser les langues et de toucher les cœurs, qu'il chante en français, en italien ou en espagnol. Pendant plus d'une décennie, Jean-Claude Pascal incarna, pour toute une génération, une idée presque irréelle de l'homme idéal, élégance sans ostentation, mystérieux sans froideur, romantique sans mièvrerie. Ancien héros de guerre devenu star de cinéma, passé par les ateliers feutrés de la haute couture avant de conquérir les scènes européennes, il évoluait dans la haute société avec une aisance naturelle, comme s'il avait toujours appartenu à ce monde de soie, de projecteurs et de regards admiratifs. Les femmes l'adoraient. Les magazines le proclamaient régulièrement l'homme le plus élégant de France. Son visage ornait les couvertures. Son nom remplissait les salles. Et pourtant, il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Aucune grande histoire d'amour officielle ne fut jamais confirmée. Derrière les rôles de cinéma, derrière les chansons délicates, derrière les sourires destinés aux photographes, existait une autre vie. Une vie secrète. Une vie soigneusement contrôlée. Une vie jamais véritablement avouée. Pourquoi un homme qui semblait tout posséder, la beauté, le talent, la reconnaissance publique, a-t-il choisi une existence marquée par une solitude aussi raffinée? Que cachait-il derrière ses manières irréprochables jusqu'à son dernier souffle? Cette histoire n'est pas seulement celle d'un acteur ou d'un chanteur. C'est celle d'un enfant privé trop tôt de son père, d'un adolescent jeté dans la violence de la guerre, d'un artiste enfermé dans une image, et d'un homme contraint de dissimuler une part essentielle de lui-même pour survivre dans un monde qui ne pardonnait pas la différence. Car derrière le costume du séducteur, derrière l'allure aristocratique, se cachait une vérité que Jean-Claude Pascal ne pouvait pas dire à voix haute. À travers ce récit, nous allons retracer l'ascension fulgurante d'une icône romantique, son passage par les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, ses débuts dans la mode auprès des plus grands créateurs parisiens, son triomphe au cinéma, puis son geste discret mais révolutionnaire sur la scène de le concours Eurovision de la chanson. Nous explorons aussi ses silences, ses renoncements, ses amours impossibles et cette élégance intérieure qui masquait une solitude profonde. Nous irons jusqu'à ces derniers jours, entre la Normandie embrumée de son enfance et les rivages méditerranéens où il cherchait la paix, jusqu'à cette dispersion de cendres entre la baie du Mont-Saint-Michel et les côtes tunisiennes, ultime symbole d'une existence partagée entre deux mondes. Jean-Claude Pascal fut soldat, styliste, acteur, chanteur-écrivain. Mais surtout, il fut un homme façonné par la retenue, le courage silencieux et un besoin profond d'aimer librement dans une époque qui l'interdisait. Ce documentaire est l'histoire d'un homme qui porta 1000 masques, non par vanité, mais par nécessité. Un homme qui transforma sa vie en œuvre d'art dissimulée. Un homme qui connut la gloire sans jamais connaître la liberté totale. Bienvenue dans l'histoire oubliée de Jean-Claude Pascal. Une enfance entre privilèges, silence et absence. Jean-Claude Roger-Henri Villeminot voit le jour en 1927, dans le très bourgeois 7 arrondissement de Paris. Dès ses premiers instants, son existence est placée sous le signe du contraste. D'un côté, un héritage prestigieux, imprégné de culture, d'élégance et de tradition aristocratique. De l'autre, une fragilité précoce, marquée par une perte irréparable. Son père meurt brutalement en mars 1928, alors que le petit Jean-Claude n'a que 18 mois. Il n'en gardera aucun souvenir conscient. Plus tard, il confiera avec une sobriété désarmante « Je n'ai jamais croisé le regard de mon père ». Cette phrase, courte mais lourde de sens, résume à elle seule la blessure fondatrice de sa vie. Sa mère, Arlette Lemoine, appartient à une grande lignée industrielle liée au textile et à la couture. Par son sang coule l'héritage de Charles Frederick Worth, pionnier de la haute couture moderne dont les créations avaient dominé le Paris du XVIe siècle. Pourtant, malgré cet arbre généalogique impressionnant, Arlette choisit de rester à Paris, laissant son fils être élevé principalement par ses grands-parents maternels à la campagne. Jean-Claude grandit ainsi loin des boulevards animés de la capitale, dans le manoir familial de Brion, en Normandie. Le domaine est immense, chargé d'histoire, entouré de vastes étendues de verdure, battu par les vents marins et enveloppé d'une atmosphère presque hors du temps. La maison fonctionne selon des codes stricts. Jardinier, cuisinier, gouvernante et aide domestique s'affairent quotidiennement pour maintenir une organisation quasi aristocratique. Son grand-père, gentleman agriculteur cultivé, a travaillé autrefois comme dessinateur de bijoux et conserve des liens étroits avec le milieu artistique parisien. Sa grand-mère, quant à elle, dirige la maison avec fermeté. C'est elle qui inculque aux jeunes garçons le sens du maintien, de la discipline et du silence digne. On ne s'emporte pas à table. On ne montre pas ses faiblesses. On apprend à se tenir droit, même quand le cœur vacille. Dans ce cadre privilégié mais rigide, Jean-Claude développe un rapport paradoxal au monde.
Il aime profondément la nature, les promenades solitaires dans le parc, l'observation minutieuse des arbres, des oiseaux et des saisons. Il s'attache aussi très tôt au travail manuel et artisanal, fasciné par les matières, les formes et la précision des gestes. Mais cette enfance dorée cache une autre réalité. Jean-Claude est un enfant fragile, souvent malade, contraint à de longues périodes d'isolement. Pendant que d'autres jouent ensemble, lui reste parfois alité, plongé dans ses pensées. Cette solitude précoce forge en lui une intériorité profonde, mais aussi une distance émotionnelle qui deviendra plus tard sa marque de fabrique. Il se décrira, adulte, comme à la fois surprotégé et affectivement privé. Car si ses grands-parents lui offrent un cadre stable, l'absence de ses parents pèse lourdement. Sa mère, bien que présente à distance, ne lui rend visite qu'occasionnellement. Leur relation manque de chaleur quotidienne, de gestes simples, de confidences spontanées. Le vide laissé par un père disparu et une mère lointaine façonnent durablement son développement psychologique. Jean-Claude apprend très tôt à ne compter que sur lui-même. Il observe plus qu'il ne parle. Il ressent plus qu'il n'exprime. Il devient ce que certains appelleront plus tard un enfant trop sage. Sa scolarité débute à Compiègne avant de se poursuivre à Paris. Au lycée, on remarque rapidement sa silhouette élancée, son élégance naturelle et son tempérament réservé. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Il la reçoit malgré lui. Déjà, il dégage quelque chose d'indéfinissable, une présence calme, presque magnétique. Mais le destin, une fois encore, ne lui laisse aucun répit. En 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale atteint son paroxysme, Jean-Claude n'a que 17 ans. Trop jeune pour être légalement mobilisé, il falsifie ses papiers afin de rejoindre la 2e division blindée française. Ce geste impulsif révèle une facette inattendue de sa personnalité. Derrière l'adolescent discret se cache une détermination farouche. Il est accepté, rapidement déployé et se retrouve plongé dans la brutalité du conflit. Il participe à la libération de plusieurs villes françaises. Lors d'un épisode particulièrement symbolique, il devient le premier soldat français à pénétrer dans Strasbourg alors que les forces allemandes sont encore en train d'évacuer la ville. Pour cet acte de bravoure, il recevra la Croix de guerre. Mais aucune médaille ne peut réparer ce que la guerre brise à l'intérieur. Comme beaucoup de jeunes hommes engagés dans les dernières phases du conflit, Jean-Claude revient profondément marqué. Il n'a pas encore construit sa vie d'adulte, et déjà il porte le poids du traumatisme, de la mort vue de près, de la peur permanente. Contrairement aux soldats plus âgés qui retrouvent épouse, enfants ou carrière, il rentre dans un monde qu'il doit encore inventer. Cette expérience forge en lui une autonomie stoïque. Il apprend à contenir ses émotions, à ne pas se plaindre, à avancer sans bruit. La guerre, ajoutée à son enfance silencieuse, scelle définitivement son rapport au monde, une élégance extérieure, une retenue intérieure. Il ne parlera presque jamais de ce qu'il a vécu sur le front. Ce mutisme n'est pas de l'oubli. C'est une stratégie de survie. Déjà se dessine le portrait de l'homme qu'il deviendra. Quelqu'un qui transforme la douleur en posture, l'absence en distinction, et le silence en armure. De la haute couture à la scène, la naissance d'un personnage public. Lorsque Jean-Claude Pascal revient définitivement à la vie civile après la guerre, Paris est une ville meurtrie mais vibrante. Les façades portent encore les stigmates des combats, pourtant l'énergie créatrice recommence à circuler dans ses artères. Les cafés se remplissent d'artistes, les théâtres ouvrent leurs portes, les maisons de couture relancent leurs défilés. C'est une époque de reconstruction matérielle, mais aussi d'effervescence culturelle. Pour Jean-Claude, à peine sorti de l'adolescence et déjà chargé d'une expérience de soldat, cette renaissance parisienne agit comme un appel. Il ne se tourne pas immédiatement vers le théâtre ou le cinéma. Fidèle à l'héritage familial et à son amour des matières, il entre d'abord dans le monde exigeant de la mode. Il commence modestement, en dessinant des foulards de soie et des cravates pour la maison Hermès. Là, il apprend la rigueur du détail, la patience nécessaire pour faire naître l'élégance à partir d'un simple morceau de tissu. Chaque motif, chaque couture devient un exercice de précision. Jean-Claude découvre que la beauté n'est pas un hasard, elle est le résultat d'un travail méticuleux, souvent invisible. Cette philosophie l'accompagnera toute sa vie. Rapidement, il rejoint ensuite l'atelier de Christian Dior, figure centrale du renouveau de la haute couture française. Sous sa direction, Jean-Claude affine son sens des lignes, des volumes et des silhouettes. Il observe les maîtres à l'œuvre, absorbe leur méthode, comprend comment un vêtement peut transformer une personne, lui donner une autre posture, une autre identité. Puis vient son passage chez Robert Piguet, où il perfectionne encore son style. À travers ses expériences successives, il ne fait pas qu'apprendre un métier. Il se forme à l'art de la mise en scène du corps humain. Il comprend comment la lumière caresse un tissu,
Comment un col bien taillé peut suggérer la noblesse, comment une coupe précise peut raconter une histoire. Mais Jean-Claude n'est pas seulement attiré par la beauté extérieure. Il possède déjà un regard théâtral. Lorsqu'on lui propose de créer des costumes pour une pièce mise en scène par Louis Jouvet au théâtre de l'Athénée, quelque chose bascule en lui. Pour la première fois, il ne se contente plus d'habiller des silhouettes anonymes. Il habille des personnages. Il participe à une narration. Il découvre le pouvoir émotionnel de la scène. Ce moment marque un tournant décisif. Pourtant, malgré ce succès naissant, Jean-Claude commence à ressentir un malaise profond face au monde de la mode. Derrière le glamour, il perçoit une superficialité qui le fatigue. Plus tard, il confiera « Je ne supportais plus la superficialité. Le glamour était devenu une façade. » Les couches de tulle et de soie, autrefois fascinantes, lui semblent désormais masquer le vide intérieur de certains milieux. Il se met à s'interroger. Que cachent vraiment ces apparences impeccables? Et surtout, que cache-t-il lui-même derrière son élégance? Il aspire à quelque chose de plus brut, de plus vivant, de plus vrai. Mais entrer au théâtre exige une nouvelle métamorphose. Sa famille, farouchement attachée à son nom et à son rang social, refuse catégoriquement qu'il utilise le patronyme Villeminot sur une affiche de spectacle. Être comédien est perçu comme indigne, incompatible avec l'héritage Worth-Lemoine. Jean-Claude comprend qu'il doit choisir, obéir à la tradition ou inventer sa propre voie. Il choisit la rupture douce. Il se crée une nouvelle identité, Jean-Claude Pascal. Un nom élégant, simple, mystérieux. Un nom qui sonne comme un pseudonyme d'artiste tout en conservant une certaine noblesse. Ce n'est pas seulement un changement administratif. C'est la naissance d'un personnage public. Dès ses premières apparitions, sa stature impressionne. Grand, élancé, doté d'un visage aux lignes presque antiques, Pascal attire immédiatement l'attention des directeurs de casting. La grande actrice Edwige Feuillère le décrit un jour comme ayant un profil grec. Elle le choisit pour jouer dans La Dame aux Camélias, scellant ainsi son entrée officielle dans le paysage culturel français. La caméra l'adopte instantanément. Le public aussi. L'ancien enfant silencieux de Normandie devient une sensation nationale. Dans les années 1950, Jean-Claude Pascal s'impose comme l'un des visages incontournables du cinéma romantique. Il incarne des nobles tourmentés, des officiers élégants, des amants tragiques. Il donne la réplique à des stars internationales comme Romy Schneider, Gina Lollobrigida ou encore Michel Mercier. Son charme est classique, presque intemporel. Sa voix grave, son port altier et sa réserve naturelle renforcent son aura. Il devient l'archétype du héros romantique d'après-guerre. Mais cette réussite cache une autre prison. À force d'incarner toujours le même type de personnage, Pascal se sent enfermé dans son image. Il dira plus tard, avec une pointe d'amertume, « J'en avais assez de jouer des vierges ridicules. » Il ne supporte plus d'être réduit à sa beauté. Son intelligence, sa sensibilité, sa curiosité sont éclipsées par une perfection lisse imposée par l'industrie du cinéma. Plus les productions deviennent sophistiquées, plus il a l'impression d'être un mannequin prisonnier de décors luxueux. Il commence à comprendre que la gloire, elle aussi, peut être une cage dorée. La nouvelle vague est la chute silencieuse d'une idole romantique. Au tournant des années 1960, le paysage culturel français bascule. Le cinéma change de visage. Les histoires deviennent plus rugueuses, les héros moins lisses, les émotions plus brutes. Une génération entière de réalisateurs et d'acteurs rejette les codes classiques du romantisme élégant pour explorer une réalité plus nerveuse, plus urbaine, plus imparfaite. C'est l'irruption de ce qu'on appellera bientôt la nouvelle vague. Les caméras quittent les studios feutrés pour investir les rues. Les dialogues se font plus spontanés. Les personnages cessent d'être idéalisés. Le public découvre des hommes cabossés, ambigus, parfois violents, souvent désabusés. Les nouvelles idoles incarnent une masculinité différente, plus dangereuse, plus imprévisible. Des figures comme Jean-Paul Belmondo imposent un charme insolent, presque provocateur. D'autres, comme Alain Delon, apportent une froideur magnétique, une beauté sombre chargée de menaces. Face à cette révolution esthétique, Jean-Claude Pascal apparaît soudain comme un vestige d'une époque révolue. Son élégance maîtrisée, son port aristocratique, son jeu théâtral semblent appartenir à un autre siècle. Lui qui avait incarné le romantisme d'après-guerre se retrouve progressivement marginalisé. Les producteurs cessent d'appeler. Les scénarios se font rares. Les rôles proposés perdent en importance. Ce n'est pas une chute brutale. C'est une disparition lente. Pascal voit sa place se réduire sans qu'aucune annonce officielle ne vienne marquer la fin de son règne. Il continue à travailler, bien sûr, mais plus jamais avec la même centralité.
Sa dernière grande apparition au cinéma date de 1968 dans Angélique et le Sultan, où il interprète un dignitaire d'une cour marocaine, un rôle éloigné des héros passionnés qui avaient fait sa renommée. L'ironie est cruelle. Ce personnage secondaire, élégant mais effacé, reflète presque parfaitement sa propre situation artistique. Il avait été le visage d'un idéal romantique. Il devient un acteur périphérique dans un monde qui ne veut plus de cette image. À cette époque, Jean-Claude Pascal traverse une période de remise en question profonde. Il ne se plaint pas publiquement. Fidèle à son éducation et à sa discipline intérieure, il encaisse en silence. Mais ceux qui le côtoient sentent bien que quelque chose s'est brisé. Il comprend que le cinéma ne lui offrira plus la reconnaissance qu'il a connue. Pour un homme façonné par la retenue, cette perte n'est pas seulement professionnelle. Elle est existentielle. Toute sa vie, Pascal a appris à se définir par ce qu'il donne au monde, d'abord soldat, puis styliste, ensuite acteur. Lorsque cette identité publique vacille, il se retrouve face à un vide intérieur qui ne sait pas encore comment combler. Mais derrière cette mise à l'écart artistique se cache une réalité bien plus profonde. Jean-Claude Pascal porte depuis toujours un secret. Un secret qui, dans la France de l'après-guerre, peut détruire une carrière en quelques jours. Pascal est homosexuel. Aujourd'hui, cette information pourrait sembler anodine. À l'époque, elle est explosive. Dans les milieux du cinéma et de la chanson populaire des années 1950 et 1960, l'homosexualité n'est pas simplement un sujet intime. Elle est considérée comme un risque majeur pour l'image publique. Les studios, les producteurs, les magazines construisent vedettes autour d'un fantasme hétérosexuel soigneusement entretenu. Un premier rôle peut être discret. Il peut être solitaire. Mais il ne peut en aucun cas exister ouvertement en dehors de ce cadre. Une rumeur suffit. Un regard mal interprété. Une fréquentation jugée suspecte. Et tout s'effondre. Jean-Claude Pascal le sait parfaitement. Il a vu des carrières se briser pour moins que cela. Il appartient à une génération qui a appris à se taire pour survivre. Alors il se divise. En public, il incarne le gentleman parfait. Il sourit aux photographes. Il accepte les rôles d'amants élégants. Il laisse les magazines le présenter comme le célibataire idéal, cultivé, mystérieux, sans attache. La presse parle de lui comme d'un gentleman célibataire, formule raffinée qui explique subtilement l'absence d'époux sans poser de questions. Les femmes l'admirent ouvertement. Certaines actrices sont même brièvement évoquées comme compagnes supposées, souvent dans un but purement promotionnel. Mais hors caméra, Pascal vit seul. Ses appartements sont calmes, presque austères. Sa vie privée est verrouillée avec une précision quasi militaire. Des pans entiers de son existence affective sont tout simplement effacés du récit public. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la survie. Jean-Claude Pascal adopte une discipline du silence. Des amis diront plus tard qu'il ne mentait jamais, mais qu'il ne disait jamais toute la vérité non plus. Il répondait aux questions sans révéler l'essentiel. Il maîtrisait l'art de l'esquive élégante. Cette tenue permanente finit par façonner sa personnalité. Il devient un homme d'une politesse irréprochable, d'une réserve presque excessive. Il ne se confie que rarement. Même ses proches sentent qu'une partie de lui reste inaccessible. Derrière le charme et l'intelligence, il y a une solitude lourde, persistante. Et pourtant, malgré cette prudence, Pascal trouve un moyen discret de parler. Pas avec des interviews, pas avec des déclarations publiques, mais avec une chanson. En 1961, lorsqu'il monte sur la scène de l'Eurovision pour représenter le Luxembourg, Jean-Claude Pascal accomplit un geste silencieusement révolutionnaire. Il chante « Nous les amoureux ». À première écoute, le morceau semble être une simple chanson d'amour, douce et mélancolique, évoquant deux êtres séparés par le jugement des autres. Mais derrière cette apparente universalité se cache un message codé. Les paroles parlent du rejet social, de la peur, de l'impossibilité d'aimer librement. Ils veulent nous empêcher d'être heureux. Mais le temps viendra. Des années plus tard, Pascal reconnaîtra que la chanson évoquait une relation homosexuelle, un amour que la société refusait d'accepter. Personne ne devait le savoir à l'époque. L'ambiguïté était volontaire. Elle permettait à la chanson de passer à travers la censure tout en parlant directement à ceux qui comprenaient ce langage secret. Devant des millions de téléspectateurs, Jean-Claude Pascal dit sa vérité sans la nommer. Et il gagne. Ce moment restera l'acte le plus courageux de sa carrière. Mais le courage ne lui apporte pas la liberté. Il ne fera jamais son coming out publiquement. Le prix est trop élevé. L'habitude du silence trop profondément enraciné. Il continue donc à vivre entre admiration et distance, entre reconnaissance publique et solitude privée, portant en lui une vérité qu'il ne peut jamais pleinement partager. Et voilà,
était l'histoire d'un homme élégant, talentueux, mais profondément solitaire, Jean-Claude Pascal. Derrière la gloire, derrière les projecteurs, se cachait un être humain complexe, marqué par le silence, le courage et le renoncement. Son parcours nous rappelle une chose essentielle. Parfois, les plus belles vies sont aussi celles qui portent les plus lourds secrets. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué dans son histoire. Si cette vidéo t'a touché, pense à liker, à t'abonner et à partager autour de toi. Parce que certaines légendes disparaissent, mais d'autres méritent d'être racontées.